Bienvenue à Minuit Mystère, où les ombres murmurent leur vérité. Ce soir, une confession plane dans le silence du crépuscule et un secret refuse de mourir. D'où nous rejoignez-vous? Maintenant, allumez une bougie et que le mystère commence. Le dernier hymne des vêpres tremblait encore faiblement sous les poutres de l'église Saint-Mildred lorsque la congrégation commença à se diriger vers les portes, murmurant comme le font les villageois anglais lorsque la lumière décline et que la bienséance ne doit pas céder à la curiosité. L'air extérieur apportait ce calme si particulier du début de l'automne frais, légèrement parfumé de fumée, comme si le soir lui-même était à l'écoute. Madame Witherby, coiffée de son chapeau mauve, qui avait survécu à la mode et à son mari, remarqua que le sermon du vicaire sur la conscience était plutôt pointu, ce qui, tel le premier caillou jeté dans un étang, déclencha des vagues de spéculation. D'autres hochèrent la tête avec l'enthousiasme grave de ceux qui comprenaient parfaitement ce qu'elle voulait dire, même si, bien sûr, aucun d'eux ne le comprenait. Le vicaire, le révérend Prose, fermait la porte de la sacristie avec une expression suggérant qu'il craignait que le salut ne s'échappe par le trou de la serrure s'il tardait. Miss Jane Marple, restée assise un instant de plus, les observait tous avec sa douce sérénité, les mains jointes. Elle avait l'air de quelqu'un qui trouve l'humanité plus fascinante lorsqu'elle se croit la moins visible. Son regard se posa sur les stalles du chœur où une lanterne avait été oubliée par accident. Sa flamme vacillait, incertaine, comme si elle hésitait entre vivre et mourir. Un jeune homme passa en hâte devant elle, le neveu de l'organiste, pensa-t-elle, ou peut-être le locataire du curé, le visage pâle, le col de travers, l'air de quelqu'un qui ne voulait pas être remarqué et qui, par conséquent, l'était. Un mouchoir glissa de sa poche, blanc sur la dalle, mais il ne se retourna pas. Miss Marple se baissa, le ramassa, et remarqua de faibles traces sombres sur le bord, de l'encre peut-être, ou pas d'encre. Lorsqu'elle pénétra dans la pénombre, le cimetière était un tapis de murmures. Madame Price Ridley informait le colonel Bantry que l'enfant de chœur, évanoui la semaine précédente, avait de nouveau eu une étrange fièvre cet après-midi-là. Mademoiselle Hartnell avait pris sur elle d'exprimer sa pitié pour la sœur du pasteur, une femme si nerveuse, vraiment, et ses occupations constantes avec le moulin devaient être épuisantes. Personne ne précisa de quelle occupation il s'agissait. Personne ne le fait jamais au début. Au portail, Miss Marple s'arrêta. De l'autre côté du chemin, près du muret, près de l'étang, quelqu'un se tenait immobile, une silhouette vêtue de sombre, la tête baissée, se fondant presque dans la haie. Un instant, elle crut à un jeu de lumière, un mélange d'ombre et de mouvement. Puis un faible éclat métallique attira son regard. Une montre de poche, peut-être, ou un fermoir de ceinture. Lorsqu'elle cligna des yeux, la silhouette disparut. Elle rentra lentement chez elle, d'un pas léger et assuré sur le chemin accidenté. Des chaumières parvenaient, le bruit des assiettes qu'on empilait, des bouilloires qui sifflaient, des radios qui murmuraient les nouvelles. La vie, songea-elle, avait tendance à reprendre trop vite, comme si elle était déterminée à faire comme si rien n'avait jamais été dérangé. Pourtant, quelque chose avait changé ce soir-là. C'était l'air, ou le sermon, ou cette petite tache sur le mouchoir qu'elle avait dans sa poche. Au coin du jardin du presbytère, elle rencontra Dora Finch, la servante, pâle et tremblante. Dora fit une révérence maladroite et semblait au bord des larmes. « Oh, Miss Marple, je ne voulais pas. J'ai juste trouvé ça bizarre, c'est tout. Qu'y a-t-il de bizarre, ma chère ?» Le ton de Miss Marple était doux, comme on cajole les oiseaux effrayés. Dora jeta un coup d'œil par-dessus son épaule vers l'étang du moulin. « Cette lumière, madame. » Elle s'allume sans arrêt, bien que le moulin soit fermé depuis jeudi. Le curé dit que ce n'est qu'un jeu d'eau, mais je l'ai vu comme une lampe qui bouge, je le jure. Miss Marple regarda le miroir noir de l'étang. Une ondulation s'élargissait, comme si quelque chose venait de s'enfoncer en dessous. « Eh bien, dit-elle doucement, parfois, les reflets sont plus vrais que ce qu'ils reflètent. » En arrivant à son portail, elle remarqua son chat, Wellington, assis, raide comme un nid sur le chemin, sa fourrure hérissée vers le cimetière. Les chats, pensait-elle, se méprennent rarement sur l'inquiétude humaine. À l'intérieur, elle plaça le mouchoir sous la lampe et vit, non pas de l'encre, mais un léger brin rouille qui parlait d'elle-même. Elle le replia soigneusement. Quelques instants plus tard, la cloche de l'église sonna une fois une note unique et creuse, indéterminée. Elle fait sursauter même les étourneaux sous les combles. Miss Marple se redressa. Un coup, pas 12, ni 6. Une erreur peut-être, ou une tentative de se souvenir. Elle prit à nouveau son châle.
Lorsqu'elle revint à St. Mildred, plusieurs silhouettes s'étaient rassemblées près du portail, le colonel Bantry, sa lanterne oscillant avec irritation, Madame Price Ridley, dans un état de préparation morale alarmant le vicaire, pâle et désemparé. Quelqu'un avait trouvé le jeune homme qui s'était précipité dehors avant elle, allongé près de l'étang, mi-ombre, mi-lumière de lune, le visage levé comme s'il écoutait encore l'écho du sermon. La lumière de la lanterne illuminait l'eau qui clapotait contre sa manche, la transformant en mercure. La chaîne de sa montre à la taille s'était cassée, la montre elle-même avait disparu. Madame Witherby murmura « Une tragédie. Pauvre garçon, si sensible, on le voyait en lui. Ces artistes, ils ressentent trop. » Le colonel Bantry grogna. « Absurde, probablement un malaise et une chute. Inutile de... » Il s'arrêta lorsque le faisceau de la torche de l'agent toucha le poignet du garçon. Une fine ligne marque la peau à cet endroit délibéré, presque chirurgical. Miss Marple se tenait silencieuse parmi eux, sans rien dire. La lanterne de l'église brûlait encore faiblement à travers les vitraux, sa flamme vacillant dans l'obscurité. L'agent s'éclaircit la gorge. « Je vais chercher le docteur Haydock. Il vaut mieux attendre qu'il soit examiné. » Madame Price Ridley lança un regard affligé à mademoiselle Marple. « Un suicide, vous croyez ? Oh, quel désastre pour la réputation du révérend Prowse !» Les yeux de Miss Marple restèrent trop fixés sur l'eau. Les ondulations se déplacèrent en cercle patient, comme si l'étang lui-même murmurait quelque chose qu'elle seule pouvait entendre. « Non, Madame Price Ridley, dit-elle doucement. Les réputations sont rarement celles qui se noient. » Les mots persistèrent plus longtemps que le son de la cloche. À peine les remous s'étaient-ils calmés que le premier vent de panique se leva dans la foule rassemblée. Ce n'était pas encore fort, mais le doux murmure du malaise humain qui se propage plus vite que la fumée. La lanterne du colonel Bantry projetait de longues silhouettes changeantes sur le mur de l'église, les faisant paraître à la fois plus petites et plus accusatrices. Le vicaire restait immobile, les lèvres remuantes, l'air de prier ou d'être incrédule, difficile de dire lequel. Le docteur Haydock arriva quelques minutes plus tard, sa lampe de vélo traçant un mince sillon doré à travers la brume. Il descendit de cheval avec la vivacité d'un homme qui avait vu trop de morts subites dans un espace trop restreint. Son examen est silencieux, méthodique et bref. Puis il se leva et soutint le regard de l'agent d'un hochement de tête sinistre, plus éloquent que n'importe quelle déclaration. Miss Marple observait l'échange, les mains jointes. Elle remarqua, comme peu d'autres, que la sœur du vicaire, Miss Agnes Prowse, était sortie du porche de l'église, serrant un livre de prières à l'envers. Son visage était terne, et pourtant son regard se fixait sans cesse sur l'étang du moulin, comme si elle attendait une seconde apparition. Le docteur Haydock s'éclaircit la gorge. « Il est mort depuis un moment. Je ne vois aucune trace de lutte. Cette marque sur le poignet nette, délibérée. Vous aurez besoin de l'inspecteur de Much Benham, j'imagine. » L'agent hocha la tête, cherchant déjà son sifflet. Mais ce fut la voix douce de Miss Marple qui trancha le vent qui se levait. « Peut-être, dit-elle, serait-il sage de couvrir d'abord le pauvre garçon. Le respect est de mise, même quand on ne donne pas d'explication. » Son ton exprimait l'autorité que confère l'âge plutôt que là, et le gendarme obéit aussitôt. On alla chercher un châle chez Madame Witherby, qui le lui donne à contre-cœur, déplorant le sort de la bonne laine. Alors qu'il couvrait le visage du jeune homme, la flamme de la lanterne s'éteignit presque. Miss Prowse émit un léger son pas, vraiment un sanglot, plutôt un soupir qui avait oublié comment finir. « Il était venu ce matin, » murmura-t-elle soudain, bien que personne ne lui ait adressé la parole. « Avec les partitions de cantiques, il a dit qu'il les rendrait après les vêpres, c'est tout. » Le colonel Bantry se tourna vers elle. « Et lui ?» Ses mains se crispèrent sur le livre de prière jusqu'à ce que le cuir craque. « Il a dû le faire. Ils étaient dans la sacristie, je crois. Je n'ai pas vérifié. Je n'imaginais pas. » Miss Marple inclina légèrement la tête, observant la voix de Miss Prowse faiblissant précisément à l'approche de la vérité. La peur, pensa-t-elle, pourrait même pousser les femmes honnêtes à corriger leurs phrases. L'inspecteur de Much Benham arriva peu après l'inspecteur Graves, un homme mince et anguleux, aux yeux qui semblaient ne jamais cligner. Il écouta le récit du docteur Haydock, prit quelques notes et posa les questions nécessaires. Nom, profession, plus proche parents. Personne ne semblait vraiment sûr. Il jouait de l'orgue parfois, dit le vicaire d'une voix faible. Un certain monsieur Lenton. Ou peut-être était-ce Denton. Il était pensionnaire au village, près du Green. Graves fronça les sourcils. Il faudra confirmer. L'étang du moulin scintillait derrière eux comme un œil aveugle.
Une grenouille coassa une fois, puis se tut. Lorsque le corps fut enfin transporté sur une civière vers le cabinet médical, les villageois commencèrent à se disperser, murmurant entre eux en petits groupes avides de scandales. Les théories fleurirent avant que les faits n'aient le temps de s'ancrer. Certains parlèrent de cœurs brisés, d'autres de dettes. Quelqu'un murmura un poison, une autre honte. Dans tout cela, Miss Marple entendit le chœur familier d'une communauté clamant son innocence. Elle s'attarda près du porche de l'église, observant l'inspecteur Graves rédiger une dernière note à la lueur de la lanterne. Il leva les yeux et croisa son regard. « Vous avez été parmi les dernières à le voir vivant, n'êtes-ce pas, Miss Marple ? » »« Je suppose que oui. Il m'a croisé en sortant, un peu pressé. Il a laissé ça. » Elle sortit le mouchoir plié de sa poche. « Grave l'examen, » renifla faiblement et hocha la tête. « Du sang, dit-il. Mais pas beaucoup. Il a pu se piquer un doigt, même si la coupure sur son poignet semble trop nette pour ça. » Le ton de Miss Marple était doux. Certaines blessures, inspecteurs, sont censées paraître soignées. C'est une partie de leur tromperie. Il lui adressa un léger sourire. « Tu as vu pas mal de tromperies, j'imagine. »« J'habite dans un village, » répondit-elle, ce qui était une réponse suffisante. Tandis que Graves s'éloignait pour parler au vicaire, Miss Marple tourna son regard vers le clocher, où le cordon de la cloche pendait lâchement par la fenêtre ouverte. Un fil de laine rouge s'y accrochait, flottant dans la brise du soir. Il capta brièvement la lueur de la lanterne, puis disparut dans l'ombre. Elle repensa au châle qui couvrait le visage du garçon et se demanda qui d'autre à Sainte Mildred gardait un tel fil dans sa maison. Derrière elle, Madame Price Ridley racontait déjà l'événement à un auditoire de 2 personnes, embellissant avec la précision de quelqu'un qui croit que la fiction améliore la vérité. « Je l'ai dit tout de suite, » insista-t-elle. « Il y a quelque chose d'étrange dans ce moulin depuis des années. La lumière, les bruits. J'ose dire que le révérend Prowse en sait plus qu'il ne l'avoue. » Miss Marple ne la corrigea pas. Elle le faisait rarement. Les ragots, croyait-elle, n'étaient dangereux que lorsqu'on les écoutait sans comprendre ce qu'ils cachaient. Elle remonta tranquillement le chemin vers son cottage, d'un pas assuré, la pensée patiente et intérieure. Quelque part devant, un chien aboya une fois, puis s'arrêta, comme si la nuit lui avait rappelé que le silence était une meilleure compagnie. Devant son portail, elle s'arrêta de nouveau, jetant un coup d'œil vers l'étang où le reflet du clocher miroitait faiblement. Il semblait intact, bien que la cloche n'ait pas sonné depuis ce seul coup de cloche errant. La surface semblait calme maintenant, trop calme, peut-être, pour la vérité. À l'intérieur, elle alluma sa lampe et posa le mouchoir sur sa table, à côté des petites fleurs séchées qu'elle avait triées plus tôt. Un pétale de rose, fragile et fané, se détacha de la page. Sa chute lui rappela absurdement le poignet pâle du garçon, et pour la première fois de la soirée, elle frissonna. L'horloge sonna 9 heures. Elle la retourne face cachée sur la cheminée. Certaines heures, pensa-t-elle, ne sont pas faites pour être lues de trop près. Dehors, la brume de l'étang commençait à remonter la ruelle, enveloppant le village d'un silence trop parfait pour durer. À l'aube, la brume recouvrait les haies, étouffant même les corbeaux. De la fenêtre de son salon, Miss Marple l'observait ramper dans le jardin, comme un visiteur discret, incertain de son accueil. Elle avait peu dormi, ses pensées revenant à l'étang du moulin et à ce léger fil rouge sur le cordon de la cloche. Ce n'était pas la mort qui la troublait le plus, mais l'organisation des vivants autour. À Sainte Mildred, le deuil était toujours secondaire par rapport aux convenances. À 7h30, on frappa brusquement à la porte. C'était Dolly Bantry, enveloppée dans une écharpe de la taille d'une nappe et dégageant un mélange de curiosité et d'énergie morale. « Jane, tu es au courant. L'inspecteur est dans le coin depuis l'aube. Il dit que ce n'était pas du tout un suicide. Il y avait des ecchymoses au cou. Oh, et Madame Price Ridley jure avoir vu quelqu'un près du moulin après la tombée de la nuit, un grand homme avec une casquette. » Miss Marple servit du thé, laissant les paroles de son amie flotter comme des feuilles sur l'eau. « Comme c'est intéressant, » murmura-t-elle. « C'est remarquable de voir combien de fois les gens se souviennent avoir vu ce qu'ils s'attendaient à voir, après s'être fait dire que ça valait la peine de s'en souvenir. » Dolly renifla. « Eh bien, si c'était un meurtre, je ne serais pas surprise. Il y a quelque chose qui cloche dans ce presbytère. La sœur, d'abord, tellement nerveuse. Et leur jeune locataire, toujours en train de dessiner dans le cimetière. Les artistes ne sont pas fiables, Jane, tu le sais bien. » Miss Marple sourit faiblement. « Parfois, seulement en fonction de leur imagination, ma chère. » À 9 heures, la brume s'était suffisamment dissipée pour révéler l'inspecteur Graves descendant l'allée en direction du presbytère. Mademoiselle Marple ayant terminé son toast,
décida d'aller chercher de la laine à la boutique, une course suffisamment utile pour justifier son passage involontaire. Dolly, bien sûr, se propose pour l'accompagner. Refuser aurait été cruel. Le village était inhabituellement calme, ce silence qui vibre d'opinions retenues. Les rideaux tremblaient, le courrier était apporté tôt, et personne ne s'attardait à la vitrine du boucher. Même l'horloger, M. Fallow, avançait avec une vigueur excessive, comme si la ponctualité pouvait expier une tragédie. À la porte du presbytère, ils retrouvèrent Dora Finch. Ses yeux étaient rouges, à force de pleurer, mais son tablier était impeccable, comme si la propreté pouvait servir de pénitence. « L'inspecteur est à l'intérieur, murmura-t-elle. Il s'enquiert du garçon. Pauvre M. Lenton, un gentleman si poli. Il apportait toujours des lits pour l'hôtel. Des lys, répéta doucement Miss Marple, en écrivant le mot comme s'il avait un faible écho. Dolly, quant à elle, se pencha d'un air conspirateur. Et la sœur du pasteur, Dora, avait-elle l'air angoissée? Oh oui, madame, terriblement. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à dormir, qu'elle entendait sans cesse la sonnette tirer la nuit. Mais le vicaire lui a dit que c'était absurde, la corde ne va pas jusque-là. Miss Marple leva les yeux vers la tour. On ne sait jamais jusqu'où les choses peuvent aller, ma chère, surtout les sons. À l'intérieur, l'inspecteur Graves interrogeait le révérend Prowse avec sa précision courtoise si particulière. Le vicaire, toujours pâle, protestait de son ignorance sur un ton de vertu offensé. Le garçon n'assiste qu'aux hymnes, et parfois aux contes. Je ne vois pas pourquoi on lui voudrait du mal. Graves prit note. Des contes, vous dites? Il gérait de l'argent? Seulement de petites sommes pour des partitions, de l'huile pour les lampes, ce genre de choses. Pourtant, les registres paroissiaux ont disparu du placard de la sacristie, dit Graves d'un ton neutre. Le docteur Haydock a remarqué que la serrure avait été forcée. Le vicaire parut sincèrement déconcerté. Mademoiselle Prowse, qui rôdait près de la porte, son livre de prière serré comme un bouclier, baissa les yeux. C'était un petit geste, à peine plus qu'un tremblement, mais Miss Marple le perçut. Peut-être, intervient doucement, le jeune homme avait-il une raison de les emprunter. Les artistes sont friands de symbolisme. Ces registres n'étaient peut-être que des recherches. L'inspecteur Graves lui lança un regard sec, sans amertume. « Et vous pensez que le meurtrier a eu la gentillesse d'attendre la fin de ses recherches ?» Miss Marple sourit. « Les meurtriers, inspecteur, sont rarement complaisants, mais ils sont souvent ordonnés. » En partant, la sœur du vicaire appela doucement Miss Marple. « Vous croyez qu'il a été assassiné, n'est-ce pas ?» Miss Marple se retourna. « Croire est un mot trop fort, ma chère. Je crois qu'il a été interrompu. » Un silence s'ensuivit, qui sembla troubler même les oiseaux. Miss Marple toucha le bras de son amie et, ensemble, elles retournèrent à la lumière du jour. Dehors, près du poteau du portail, quelque chose brillait dans le gravier. Elle se pencha et prit un petit bouton d'argent simple, rond, avec le contour flou d'une croix, de ceux qu'on trouve sur les vêtements ecclésiastiques ou les robes de chœur. Elle le glissa discrètement dans son gant. En rentrant chez elle, Dolly parla de motivation jalousie, scandale, peut-être même chantage, mais l'esprit de Miss Marple était ailleurs. Le bouton, le mouchoir, la montre disparue, chacun étant un fragment de quelque chose à répéter plutôt que de spontané. Un meurtre, songea-t-elle, était si souvent une pièce où chacun connaissait déjà son texte, sauf la victime. Lorsqu'ils atteignirent le chemin près du moulin, la brume s'était dissipée en une douce brume. L'eau scintillait à nouveau paisiblement, mais sa surface semblait trop immobile, comme un secret gardé sous verre. Un agent de police montait la garde, bâillant discrètement. Miss Marple remarqua l'absence de nénuphars près du bord où le corps avait été retrouvé. Il restait quelques tiges brisées, leurs pétales blancs éparpillés comme des aveux honteux. Dolly suivit son regard. « Ils ont dû flotter pendant la nuit. »« Peut-être, » dit Miss Marple, les yeux légèrement plissés. « Ou peut-être n'étaient-ils pas censés être vus en plein jour. » De retour à son chalet, elle déposa le bouton d'argent à côté du mouchoir sur sa table. Deux petits objets, tous deux placés, racontent pas des versions différentes de la même histoire. Elle repensa à la main tremblante de Mademoiselle Prowse, au fil rouge du cordon de la sonnette, à la montre disparue du garçon et aux mots restés muets entre eux. 10 heures sonnèrent. Le son était étrangement creux, comme si quelque chose dans l'air refusait de le renvoyer. Le silence persistait, un peu inquiétant, après la sonnerie de l'horloge. Miss Marple, assise près de la lampe, fixait le bouton posé à côté du mouchoir. Les deux petits objets semblaient chuchoter entre eux par-dessus la table cirée, un dialogue muet entre culpabilité et accident. Elle écarta légèrement les rideaux, le soleil matinal, pâle et fin,
avait commencé sa modeste entrée dans la pièce. C'était une journée faite pour les courses ordinaires, ce qui, à St. Mildred, offrait à la vérité l'occasion de se déguiser en routine. À 10 heures, le village vibrait de l'étrange discipline du deuil collectif. Un ruban noir avait été attaché au portail de l'église. La vitrine du fleuriste présentait une modeste couronne de lys écho à ceux perdus dans les temps. Et chez Madame Witherby, le sujet du deuil était déjà devenu monnaie courante. Miss Marple entra juste au moment où Madame Price Ridley racontait sa version des faits, ajustant les détails en fonction des visages qui l'entouraient. C'était évident, et je dis moi-même à l'inspecteur le pauvre garçon devait être perturbé. Toujours à écrire de petits mots, toujours pâle. Je parie qu'on trouvera quelque chose d'affreux dans ces papiers. Madame Witherby, rangeant des boîtes de cacao, murmura son accord. Et cette lumière au moulin, ça ne me plaisait pas. L'air est vicié près de l'eau, voilà ce que c'est. Ça donne des envies. Miss Marple demanda de la laine à tricoter et écouta avec la douce attention d'une personne, peut-être à moitié sourde, mais jamais inattentive. « Écrivez, dites-vous » demanda-t-elle doucement. « Oh oui » répondit Madame Price Ridley, visiblement ravie par l'invitation. « Dora Finch en a parlé, n'est-ce pas? Elle a dit l'avoir vu un soir près de la sacristie, griffonnant sur les tracts des cantiques. Les artistes, les écrivains, ils sont tous un peu bizarres. » Miss Marple sourit faiblement. En effet. Mais parfois, on écrit non pas pour s'exprimer, mais pour se souvenir de ce qu'on préférerait oublier. Madame Price Ridley fronça les sourcils, incertaine de savoir s'il s'agissait d'un accord ou d'une contradiction. « Eh bien, dit-elle finalement, je ne me demanderai pas s'il avait été amoureux. Ils le sont toujours. » Quand Miss Marple rentra chez elle, la silhouette de l'inspecteur était visible à travers le portail du cimetière. Graves avait pris l'habitude de faire les 100 pas, le col de son manteau relevé, l'air renfrogné. Elle s'arrêta près du muret de pierre et lui souhaita poliment le bonjour. Il hocha la tête brièvement. « Bonjour, Miss Marple. Je réfléchissais justement à quelque chose. Notre victime. » Le ton était censé loger chez Madame Crabtree. Pourtant, elle jure qu'il n'était pas retourné dans sa chambre depuis samedi soir. Elle dit aussi qu'il a payé son loyer 3 semaines à l'avance et n'a laissé aucune valise. « Étrange, non ? » ?»« Très bien, » acquiesça Miss Marple. « Payer à l'avance suggère généralement soit de la prévoyance, soit de la culpabilité. Ces 2 attitudes sont mal vues chez les jeunes hommes. » La bouche de Graves se contracta. On a trouvé quelque chose dans sa veste. Un bout de papier plié, vierge, à l'exception de 3 mots. « Pardonnez-moi, Agnès. » Tu ne connaîtrais pas une Agnès par hasard? Son regard était calme, même si son esprit avait déjà établi le lien. « Il y en a plusieurs dans la paroisse, dit-elle doucement, mais un seul qui assiste systématiquement aux vêpres. » Grave observa son visage un instant. Si c'était une lettre de suicide, elle est étrange, écrite avec trop de soin, et à l'écriture, on verra ce que le labo nous dira. Elle inclina la tête. Une écriture soignée, inspecteur, est réservée à ceux qui souhaitent qu'on se souvienne d'eux, et non qu'on les oublie. Grave soupir. Il faudra qu'on reparle à Mademoiselle Prowse. Elle est fragile, cependant son frère dit qu'elle est malade. La délicatesse et la vérité cohabitent rarement confortablement dans une maison, répondit Miss Marple. Néanmoins, je parie qu'elle sera ravie de parler si c'est fait avec gentillesse. La conversation prit fin lorsque l'horloge de l'église sonna 11 coups, son écho résonnant doucement sur les toits. Miss Marple se dirigea vers l'allée du presbytère, le pas posé, son regard scrutant le moindre désordre domestique, un portail de jardin déverrouillé, une fenêtre entr'ouverte, des traces de pas dans le gravier humide. Lorsqu'elle atteignit la porte, ce fut Miss Prowse elle-même qui l'ouvrit. Le calme de la femme était fragile, mais soigneusement maîtrisé. « Oh, Miss Marple, l'inspecteur était là tout à l'heure. Je suppose que vous êtes venue pour la même terrible affaire. »« Pas exactement, ma chère. Je suis venue pour les lys. Voyez-vous, j'ai un faible pour eux, mais je trouve qu'ils fanent trop vite à l'intérieur. Je me demandais si M. Lenton avait déjà mentionné comment il les gardait frais pour l'hôtel. Pour la première fois, l'expression de Mademoiselle Prowse changea. Il disait que le truc, c'était l'eau froide et l'obscurité. Il allait les chercher lui-même dans le jardin du moulin. C'était gentil de sa part. « Très gentil, » dit doucement Miss Marple. « C'est inhabituel pour quelqu'un qui n'est pas payé pour ça. » Le silence qui suivit fut lourd de choses qu'aucun des deux ne souhaitait nommer. Puis Mademoiselle Prowse dit rapidement « Mon frère est au presbytère, si vous préférez attendre. »« Non, non, » répondit Miss Marple d'un ton léger mais précis.
Je me demandais simplement si le garçon avait semblé perturbé ces derniers temps. Madame Price Ridley en est convaincue, mais elle attribue souvent le chagrin à ceux qui ne mangent pas son gâteau éponge. Les lèvres de mademoiselle Prowse tremblèrent en un sourire. Il était silencieux, c'est tout, pensif. La dernière fois que je l'ai vu, il portait la lanterne de la sacristie. Il a dit qu'il la rendrait après la cérémonie. Et il l'a fait? Son regard se posa sur le sol. Je ne sais pas. Je suis monté tôt. Miss Marple observa la main tremblante de la femme sur la porte. Il y avait une légère marque rougeâtre le long du pouce, presque comme une brûlure. « Tu devrais mettre quelque chose dessus, » dit-elle doucement. « Les lanternes peuvent être dangereuses si on les manipule à la hâte. » Mademoiselle Prowse eut un rire nerveux. « Oui, oui, je suppose qu'ils le peuvent. » Alors que Miss Marple retournait sur le chemin, elle se tourna pour jeter un dernier coup d'œil aux fenêtres du presbytère. Les rideaux du salon étaient tirés malgré le ciel qui s'éclaircissait. Derrière eux, une faible lueur vacillait, comme l'écho d'une flamme de lanterne qui refusait de s'éteindre. La faible lueur derrière les rideaux persistait dans l'esprit de Miss Marple tandis qu'elle descendait le chemin du presbytère. Le matin avait dissipé sa brume, mais l'air conservait ce calme particulier qui accompagne la révélation de la vérité. Le bruit d'une porte se refermant quelque part derrière elle, doucement, trop doucement pour être entendu, attira son attention un instant. Puis elle poursuivit son chemin, s'arrêtant près du mur du moulin où la mousse avait rampé sur les pierres, tel un témoin patient. L'agent de police en poste était jeune et bronzé, avec le sérieux de ceux qui n'ont pas encore compris que la tragédie est rarement conforme aux règles. Il toucha respectueusement sa casquette. « L'inspecteur a dit de ne laisser personne s'approcher de l'eau, mademoiselle. »« Tout à fait, » dit gentiment Miss Marple, « même si je suppose que l'étang est habitué à être observé maintenant. Malgré tout, il doit être un peu malmené. » Le jeune homme rit d'un air incertain. « Oui, madame. C'est quand même bizarre hier soir. J'aurais juré avoir vu une lumière bouger à nouveau près des roseaux. J'ai d'abord cru à un reflet, mais quand j'ai regardé en arrière, elle avait disparu. C'était peut-être une habitude, murmura-t-elle. Les morts ont tendance à se répéter chez les vivants. Il cligna des yeux, incertain de ce qu'il devait interpréter, et Miss Marple continua son chemin vers le chemin. Le sol était meuble sous ses chaussures, une faible trace de pas menait de la haie du presbytère jusqu'à la porte latérale du moulin, où le bois semblait fraîchement fendu. Elle remarqua l'espacement irrégulier, une paire plus petite et plus légère, une autre plus large et plus précise. Curieusement appariée, pensa-t-elle, comme un duo mal répété. Au bout de l'allée, la voiture du docteur Haydock était garée de travers contre le trottoir. Il en sortit, manteau déboutonné, pipe éteinte, l'air d'un homme dont la patience avait été empruntée et non rendue. « Ah, mademoiselle Marple, vous avez encore cette expression, celle qui rend les policiers nerveux. »« Vraiment ?» dit-elle avec un sourire doux. « Alors je dois veiller à ne pas les perturber inutilement. » Il grogna. « L'inspecteur est convaincu qu'il s'agit d'un meurtre, et je ne peux pas lui donner tort. Le coup à la tête est venu d'abord, la coupure au poignet ensuite. On dirait une mise en scène. Mais pourquoi? Rien de volé, aucune trace de lutte. »« Peut-être, » dit Miss Marple, « parce que ce qui a été pris n'était pas censé être remarqué comme manquant. » Il fronça les sourcils. « Tu crois que c'est une question d'argent? » ?»« Non, c'est une question de sens. » Elle jeta un coup d'œil vers le clocher de l'église. « Dans la plupart des crimes, il y a plus de vanité que de cupidité, docteur. Même si les deux sont souvent liés par alliance. » Il rit doucement. « Tu as l'âme d'un cynique, seulement d'un observateur. » Ils marchèrent ensemble un peu, Haydock donnant des coups de pied nonchalants dans les cailloux. « C'est drôle, dit-il. Il y avait de la cire sous ses ongles, de la cire de bougie, foncée. Il n'avait pas été près d'un cierge d'autel ce soir-là, pas à ma connaissance. »« Les lanternes utilisent de la cire, » dit Miss Marple pensivement. « Surtout les plus anciennes qui fument quand on les porte trop vite avec des mains nerveuses. » Haydock la regarda de travers. « Mains nerveuses, tu veux dire ?» Mais elle observait déjà le clocher, les yeux légèrement plissés. « Vous avez la gentillesse de me laisser aller à mes divagations, docteur. Je trouve que la conversation est une façon utile de réfléchir à voix haute. » Avant qu'il puisse répondre, Dora Finch accourut du côté du pré, tablier flottant au vent. « Dr. Haydock, mademoiselle Marple, ils ont trouvé quelque chose derrière l'orgue, une petite boîte, bien fermée à clé. » Haydock s'élança aussitôt, tandis que Miss Marple le suivait d'un pas assuré, d'une frêle allure trompeuse. À l'intérieur de l'église, la lumière matinale traversait les vitraux, projetant des taches de couleur sur les bancs. La boîte était posée sur la balustrade de l'autel, un petit coffre en bois au fermoir terni. L'inspecteur se tenait à proximité, l'air réservé.
trouvé coincé derrière le pédalier, dit-il. Vieux, mais pas poussiéreux. Quelqu'un l'a manipulé récemment. Il le tendit à Haydock, qui l'examina brièvement. Un coffre fort. Il aurait pu contenir n'importe quoi, des lettres, des bibelots, de l'argent. Ou une confession, dit doucement Miss Marple. Graves se tourna vers elle. Ce qui veut dire, la confession prend de nombreuses formes, inspecteur. Toutes ne requièrent pas un prêtre. Certains construisent des boîtes pour leur culpabilité, puis oublient de les fermer correctement. Il haussa un sourcil. Tu as le don de faire passer la superstition pour une preuve. Pas de superstition, dit-elle, juste une habitude. À l'anglaise. À l'aide d'un petit tournevis récupéré à la sacristie, l'inspecteur ouvrit le fermoir. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier épais pliée, légèrement gondolée par l'humidité. Elle était couverte d'une écriture soignée, un registre de dons et de comptes paroissiaux. Mais vers le bas, à l'encre différente, une seule ligne se détachait. Pour la lanterne et ce qu'elle a vu, 2 livres. Le silence qui suivit fut si profond qu'on entendit la poussière retomber. Grave siffla dans sa barbe. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Haydock haussa les épaules. « Ça pourrait être une métaphore, ou de la folie. » Miss Marple se pencha. « Ou les deux, ce sont de tendres compagnons. » Tandis que les hommes discutaient, elle remarqua une légère odeur qui émanait du papier, une odeur sucrée, comme de l'huile de bougie mêlée à de la lavande. Elle l'avait déjà sentie une fois, dans le couloir du presbytère. Elle émanait encore du châle que Mademoiselle Prowse avait porté la veille. Elle croisa les mains. « Inspecteur, puis-je vous suggérer de vous renseigner pour savoir si Mademoiselle Prowse a géré les comptes de l'Église récemment ?» Grave leva brusquement les yeux. « Tu crois qu'elle ?»« Je crois qu'elle sait quelque chose sur la lumière du moulin, » dit simplement Miss Marple. « Et peut-être aussi sur le pardon. » L'inspecteur empocha le mot, convoquant déjà le gendarme. Haydock marmonna quelque chose à propos de mélodrame, mais son regard trahissait la curiosité. Alors que Miss Marple retournait dans le cimetière, le soleil avait atteint son apogée, dissipant ce qui restait de brume. Pourtant, l'air ne semblait pas plus léger. La cloche de l'église, muette depuis la nuit du décès, émit un léger frémissement, non pas un tintement, mais un léger soupir métallique, comme si elle se souvenait de son erreur. Elle s'arrêta en dessous, sa main effleurant le mur de pierre, et pensa combien il était étrange que le silence puisse résonner plus fort que n'importe quel son. Le léger frémissement de la cloche sembla persister longtemps après que Miss Marple eut quitté le cimetière. Son souffle sonore, souvenir, métal, s'accrochait à ses pensées, tandis qu'elle suivait l'étroit sentier vers la verdure. Le matin avait cédé la place à midi, la lumière du soleil avait la clarté fragile du début de l'automne, révélatrice plutôt que chaleureuse. Le village, lui aussi, paraissait différent maintenant, plus ordonné, mais vigilant, comme si chaque rideau savait quelque chose qu'il n'osait pas dire. Au coin de l'épicerie, Madame Price Ridley était déjà en pleine conversation avec 2 autres personnes. Leurs voix baissèrent à l'approche de Mademoiselle Marple. Instinct poli de ceux qui souhaitent paraître innocents des ragots en pleine conversation. Elle les salua joyeusement et passa son chemin, remarquant le silence qui suit celui qui est censé tout entendre. Lorsqu'elle atteignit son portail, une voiture s'était arrêtée devant sa maison. L'inspecteur. Graves se tenait à côté, l'air inhabituellement grave, même pour lui. « Pardonnez-moi cet incident, Miss Marple, » dit-il en soulevant son chapeau. « Nous venons de parler à Miss Prowse. Elle s'est évanouie en plein milieu, la pauvre femme. Je pensais que vous sauriez comment la gérer. » Miss Marple retire ses gants avec une précision calme. Quand l'évanouissement devient une habitude, inspecteur, il s'agit rarement d'une chute. Je viendrai. Ils retournèrent ensemble vers le presbytère, l'allée parfumée de roses tardives. Graves parla peu, même s'il murmura un jour « C'est une affaire étrange, rien de volé », et pourtant la moitié du village agit comme si quelque chose de précieux avait disparu. Miss Marple eut un léger sourire. « La respectabilité est souvent un trésor, inspecteur. » Dans le salon du presbytère, les rideaux étaient de nouveau tirés, atténuant la lumière du soleil en une douce teinte grise. Mademoiselle Prowse était allongée sur le canapé, le visage pâle et les yeux clos. Une légère odeur de cire de lavande flottait dans l'air. Le vicaire se tenait à proximité, se tordant les mains avec une piété impuissante. Miss Marple s'assit à côté de la femme, ne parlant que lorsque le silence fut suffisamment confortable pour lui permettre de dire la vérité. « Ma chère, dit-elle doucement, ce doit être terrible, un tel choc, après tout votre bon travail pour l'Église. » Les paupières de Mademoiselle Prowse battirent. « Je ne voulais pas, je n'ai jamais voulu que ça arrive. » Le révérend Prowse s'avança. « Agnès, ma chère,
Ne dis rien de plus. Elle tourna la tête vers lui. Je ne peux pas le garder, Samuel. J'entends la cloche la nuit. Elle tire, tire. Miss Marple posa doucement la main sur son poignet. Voilà, ma chère. Les cloches ont une longue mémoire, mais elles ne sont pas méchantes. Il suffit de leur dire ce qu'elles savent déjà. Le sang-froid de la femme s'effrita alors, mais pas en paroles, seulement un tremblement qui secoua ses mains fines, jusqu'à ce que le livre de prière qu'elle serrait s'ouvre sur le sol. À l'intérieur, coincé entre les pages, se trouvait un pétale blanc et flétri. Grave se pencha et le souleva avec précaution. « Lily, murmura-t-il, le même que ceux qui ont disparu de l'étang. » Le regard de Miss Marple se posa sur elle. Il semblerait donc que les Lys soient finalement rentrés chez eux. Miss Prowse frissonna. Il était gentil, voyez-vous. Trop gentil. Les gens auraient parlé. Je pensais que, si ça se terminait tranquillement, s'ils comprenaient. Les mots se brisèrent, comme des feuilles au vent. La voix du vicaire s'éleva en signe de protestation. Il ne faut pas imaginer qu'elle. Mais Graves l'interrompit d'une main levée. Nous ne sommes pas ici pour l'imagination, révérend, seulement pour la clarté. L'expression de Miss Marple reste sereine. Personne n'accuse personne, inspecteur. Nous remarquons simplement le mélange de sympathie et de secret. Dehors, une horloge sonna 1 heure. Le son sembla calmer mademoiselle Prowse, elle s'essuya les yeux et se redressa. « Je l'ai entendu à la porte de la sacristie, » murmura-t-elle. « Cette nuit-là. La lumière brûlait encore. Je lui ai dit de l'éteindre. Il a dit qu'il avait encore un cantique à terminer. Je suis monté, et puis la cloche. Juste une fois. » Graves prit note. « Tu n'as vu personne d'autre ?»« Non. Mais il y avait quelqu'un près du moulin plus tôt dans la soirée, un homme en manteau sombre. J'ai cru que c'était un bedeau. »« Serait-ce le locataire du curé ?» demanda doucement Miss Marple. « Celui qui peint dans le cimetière ?» La femme hésita. « Peut-être. Il portait une casquette. Je n'ai pas regardé attentivement. » Grave hocha la tête d'un air sombre. « On va le retrouver. Il n'est pas rentré depuis ce matin. » Miss Marple se leva et lissa sa jupe. « Si je peux me permettre un conseil, inspecteur, quand vous le trouverez, ne lui posez pas de questions sur la lanterne ou l'étang. Demandez-lui plutôt ce qu'il y a vu se refléter. » Graves fronça les sourcils. « Refléter ? Confession, dit-elle, le regard perdu dans le vide. C'est souvent plus visible dans l'eau que sur le papier. » En quittant le presbytère, l'air semblait plus lourd, malgré le soleil éclatant. Une enfant passa en sautillant, ses vers se détachant sur les haies, 1 pour le chagrin, 2 pour le péché, 3 pour le secret qui se cache à l'intérieur. Miss Marple marque une pause, la regardant tourner au coin de la rue. « Les enfants ont une drôle de façon de savoir quand un village a changé, » murmura-t-elle. Graves ajusta son chapeau. « Tu crois qu'il y a encore du nouveau à venir ?»« Oh oui, dit-elle doucement. Les morts sont silencieux, inspecteur, mais la culpabilité a une voix qui ne se repose jamais. » Son regard se porta vers l'étang du moulin où la lumière du soleil étincelait à la surface. Un instant, éblouissant. Sous cette lueur, quelque chose de plus sombre attendait, immobile mais persistant, comme une pensée qu'on essaie d'oublier. La lumière du soleil se fractura à la surface de l'étang comme du verre, captant chaque ondulation avant de disparaître dans des profondeurs qui refusaient tout reflet. Miss Marple s'attardait au bord, le bas de son manteau effleurant les roseaux humides, le regard fixé sur la faible distorsion en contrebas. Quelque chose dans ce silence la troublait non pas parce qu'il cachait trop de choses, mais parce qu'il feignait de ne rien cacher du tout. Elle fut bientôt rejointe par l'inspecteur Graves, dont l'ombre s'étendait longuement sur le sentier. « Ils ont retrouvé le locataire, » dit-il doucement. « Ou plutôt ce qu'il reste de ses affaires. Il est parti avant l'aube. Il a pris le train à Much Benham. » Porter se souvenait du carnet de croquis et de l'odeur de térébenthine. Il disait qu'il était pâle comme un mort, pâle comme une conscience peut-être, murmura Miss Marple. Mais l'absence n'est pas toujours synonyme de culpabilité, inspecteur. Parfois c'est la peur d'un malentendu. Grave croisa les bras. C'est un lâche de toute façon. Les stations vont nous surveiller. On raconte qu'il s'est disputé avec l'organiste la semaine dernière à propos d'une commande qui a échoué. C'est très curieux, dit doucement Miss Marple. La musique et la peinture, 2 arts qui dépendent tous 2 de la lumière, et pourtant, la dispute portait sur le paiement. Grave lui jeta un regard en coin. « Tu crois que c'est lié ? Dans les villages, inspecteur, tout est lié. Il s'agit simplement de savoir quel fils tirer sans tout défaire. » Ils marchèrent ensemble le long de l'allée de l'église, passant devant les pierres tombales noircies par la mousse,
et la porte de la sacristie dont le loquet portait encore de légères traces de force. Gravke s'arrêta pour les examiner à nouveau, l'irritation accentuant son ton. « Je n'aime pas ça, Miss Marple. Pas de mobile clair, pas d'armes, pas de témoins. Le médecin dit que le coup aurait pu venir de n'importe quoi, même d'un chandelier. » Elle regarda l'hôtel visible par la porte ouverte. « Alors peut-être que oui. Bougies et culpabilité ont en commun de brûler d'abord par le mauvais bout. » Il eut un petit rire sans humour. « Tu as une drôle de façon de réconforter les gens. Mon but n'est jamais de réconforter, d'inspecter, mais seulement de clarifier les choses. » Ils se séparèrent à la grille. Miss Marple continua seule vers le pré, où le silence du jour avait commencé à se dissiper. Une charrette de lait passa en cliquetant 2 enfants dessinaient des cases à la marelle devant le bureau de poste. Pourtant, sous cette banalité, elle percevait un léger malaise des regards la suivant, des rideaux qui s'écartent, des phrases qui s'interrompent à son passage. Au coin de la rue, elle croisa de nouveau le docteur Haydock, pipe à la main, l'air méfiant. « Ah, Jane, j'allais vous voir. J'ai pensé que vous aimeriez savoir l'autopsie de notre jeune monsieur Lenton a révélé quelque chose de nouveau. Des traces de graisse de cloche sur son poignet. Pas le genre de choses qu'on trouve par hasard. De la graisse de cloche, répéta-t-elle pensivement. Intéressant. Pas de la cire alors, mais de l'huile. De la lanoline et de la suie, dit Haydock. Pour le mécanisme à poulie. Le révérend Prowse s'en sert quand la cloche grince. Miss Marple pencha la tête. Donc quelqu'un qui aurait voulu tirer la corde discrètement aurait pu trouver cela pratique. Haydock fronça les sourcils. « Tu veux dire que quelqu'un a sonné exprès ? Peut-être pas pour invoquer, dit-elle, mais pour faire un signal. » Il exhala un panache de fumée, l'observant. « Ton esprit est comme une carte des péchés. Seulement une question d'habitude, corrige-t-elle doucement. Les péchés empruntent généralement les mêmes chemins. » Elle le laissa fumer sa pipe et continua vers la boutique. À l'intérieur, Madame Witherby déballait des boîtes de sucre tandis que Dora Finch se tenait près du comptoir, le visage pâle et tiré. Dès que Miss Marple entra, Dora baissa les yeux. « Ma chère, » dit gentiment Miss Marple, « vous avez l'air épuisée. Encore des nuits blanches ?» Dora hésita. « C'est vraiment ridicule. »« J'entends la cloche sonner, mademoiselle. Une seule fois, chaque nuit, vers minuit. Le curé dit que c'est le vent qui souffle dans la tour, mais ça a l'air trop prudent. » Madame Witherby marmonna des absurdités superstitieuses, mais ses mains tremblaient tandis qu'elle empilait les boîtes. Miss Marple posa doucement la main sur le bras de la jeune fille. « La peur se développe mieux en silence, ma chère. Vous pourriez peut-être venir prendre le thé demain, je trouve que la conversation est un excellent remède à l'imagination. » La jeune fille parvint à esquisser un léger sourire. « Merci, mademoiselle. » Lorsque Miss Marple revint à la lumière du soleil, elle remarqua une silhouette debout de l'autre côté de la rue, le vicaire en personne, l'expression curieusement tendue. Il leva la main pour la saluer, mais son regard se porta rapidement sur le clocher, où une petite tache de pierre plus sombre illuminait la pièce. C'était la fenêtre du cordon de la cloche, à nouveau entr'ouverte. L'espace d'un instant, on aurait dit que l'air lui-même la traversait. Cet après-midi-là, elle se promena le long des champs limitrophes, l'air vivifiant imprégné du parfum de la terre retournée. Ses pensées revinrent aux paroles de Mademoiselle Prowse. Il a dit qu'il lui restait un cantique à terminer. Pourtant, il n'y avait aucun cantique inachevé parmi les papiers, seulement des comptes rendus. Peut-être, pensa Miss Marple, avait-il voulu parler d'un autre genre de cantique, un cantique de conscience. Elle revint au crépuscule et s'arrêta une fois de plus près de l'étang. L'eau était devenue terne et opaque sous le ciel déclinant. Sous sa surface, la tour reflétée penchait de travers, comme la culpabilité déforme la mémoire. Un pétale de lys flottait encore, pâle et meurtri sur les bords. Derrière elle, des pas se rapprochaient, hésitants, irréguliers. La voix de Dora Finch résonna dans un murmure effrayé. « Mademoiselle Marple, quelqu'un est encore entré dans l'église. La lampe de la sacristie est allumée, et il n'y a personne. » Miss Marple se retourna, le visage calme malgré un pouls accéléré. « Alors, il ne faut pas effrayer qui que ce soit, dit-elle doucement. Après tout, ceux qui viennent se confesser aiment rarement être entendus. » La fille serra sa manche. « Tu crois que c'est le tueur ?»« Je crois, » dit Miss Marple, le regard fixé sur la lumière vacillante du vitrail de l'église, « que la vérité commence enfin à trembler, comme une cloche avant de sonner. » La lampe de la sacristie brûlait d'une lueur ténue et incertaine, sa lumière se déversant par l'étroite fenêtre comme une confession mi-chuchotée, mi-réprimée. Miss Marple se tenait juste derrière le portail de l'église, une main gantée posée sur le bras de Dora Finch. La jeune fille tremblait à ses côtés, chaque respiration haletante de peur. Mais l'expression de Miss Marple restait posée, presque sereine,
tandis qu'elle observait les silhouettes changeantes à travers la vitre. La flamme à l'intérieur vacillait une fois, 2 fois, comme si elle réagissait à un mouvement invisible. « Reste ici, ma chère, murmura-t-elle, et si la lumière s'éteint, appelle doucement, pas plus fort que tu ne réveillerais un oiseau. » Le portail grinça légèrement lorsqu'elle l'ouvrit. Le son, bien que faible, résonna dans le silence du soir comme une accusation. Sous le porche, l'air sentait vaguement la fumée des bougies et les hymnes humides. La porte de la sacristie était entr'ouverte. Miss Marple s'arrêta sur le seuil, laissant son regard s'habituer aux ombres superposées. La flamme trembla de nouveau, illuminant le léger reflet de l'huile sur le parquet près de l'autel. Une voix douce s'éleva de l'intérieur brisé, lasse, indéniablement humaine. « Tu n'aurais pas dû venir. » C'était le révérend Prowse. Il se tenait près du pupitre, une lanterne à la main, le verre taché de suie. Son autre main reposait lourdement sur la Bible ouverte devant lui. La lumière creuse de profondes rides sur son visage, donnant à son expression un aspect plus sculpté que vivant. Miss Marple inclina doucement la tête. « Je pourrais vous en dire autant, vicaire. Aller à l'église la nuit peut être cruel pour la conscience. » Il eut un rire cassant. « Si vous êtes venu m'accuser, vous devrez le faire à votre tour. Tout le village le fait discrètement, bien sûr. On murmure à propos d'Agnès, d'inconvenance, de pardon excessif. Sa voix était douce, presque bienveillante. Le pardon est souvent plus difficile à accepter que le blâme. Mais tu n'es pas venu défendre ta sœur, n'est-ce pas ? Il hésita, puis baissa les yeux vers le livre. Je suis venu pour prier. J'ai oublié comment faire. Miss Marple s'approcha, le regard attiré par la lanterne. Une légère traînée de suie marquait la poignée en laiton, descendant jusqu'à sa manchette sombre, irrégulière, trop intentionnelle pour être un simple accident. Étrange que vous utilisiez cette lanterne ce soir. Dora Finch jurait qu'elle avait disparu depuis la mort du garçon. Ses épaules se raidirent. L'inspecteur me l'a rendue ce matin. J'ai pensé que je pourrais en avoir besoin pour la messe du soir. Il n'y avait pas de service du soir. Le silence s'épaissit entre eux. Dehors, le vent agitait le lierre le long du mur de l'église, produisant un son qui aurait pu être un soupir ou un avertissement. Miss Marple baissa les yeux, examinant la Bible. Entre ses pages ouvertes se trouvait un bout de papier plié, à moitié coincé, dans les marges. L'encre était floue, l'écriture impeccablement ciselée, comme celle des registres de l'église. « Pour la lanterne et ce qu'elle a vu », murmura-t-elle en lisant le fragment à haute voix. Le visage de Prowse perdit toute couleur. « Il a écrit ça pour me tourmenter. Pour te le rappeler, peut-être, » corrigeait tellement doucement. « Ceux qui veulent tourmenter prennent rarement la peine d'être poétiques. » Il s'affala sur le banc le plus proche, la lanterne cliquetant faiblement à côté de lui. « Vous ne comprenez pas, Miss Marple. Il voulait révéler son secret, celui d'Agnès. Elle est fragile, mais il pensait la sauver. Il l'aurait détruite. » Son ton resta calme, presque maternel. « Alors tu l'as frappé ?» Il releva brusquement la tête. « Non, je voulais juste l'empêcher de partir. Il est tombé, il y avait du sang, oui, mais j'ai cru qu'il respirait encore. J'ai paniqué. Je l'ai traîné jusqu'au moulin pour aller chercher de l'aide, mais la cloche s'interrompit, se couvrant le visage. La cloche a sonné une fois. Je ne l'ai pas touchée. Je jure que non. » Miss Marple le regarda avec une pitié silencieuse. Et pourtant, la corde était huilée. Ce n'est pas l'œuvre du vent. Il leva brusquement les yeux. Agnès, elle a dû. Oh, mon Dieu! La porte grinça derrière eux, et le murmure effrayé de Dora Finch se fit entendre. « Mademoiselle Marple, l'inspecteur arrive. Il est à la grille. » Miss Marple hocha légèrement la tête, le regard toujours fixé sur le vicaire. « Alors, il est peut-être temps de remettre les choses en ordre, révérend. La confession est une grâce lorsqu'elle précède l'accusation. » Ils se tenaient là, la flamme de la lanterne tremblant entre eux. « Tu crois que je voulais le tuer ? Je crois que tu voulais le faire taire, » dit-elle doucement. Mais le silence a tendance à parler plus tard parfois par les cloches, parfois par ceux qui les sonnent. Dehors, le gravier crissait sous les pas qui approchaient. La voix de l'inspecteur appela le vicaire d'une voix vive et solennelle. Miss Marple se tourna vers le porche, mais avant de sortir, elle jeta un dernier coup d'œil à la Bible. Le bout de papier avait légèrement bougé, révélant une ligne supplémentaire au crayon à papier. La lumière ne doit pas s'éteindre. Elle ferma doucement le livre. Lorsqu'ils débouchèrent dans le cimetière, les dernières lueurs du jour s'étaient entièrement éteintes. La torche de l'inspecteur fendit l'obscurité, éclairant le chemin menant à l'étang du moulin, où la brume commençait à se former à nouveau. Le révérend Prowse les suivit, le pas hésitant.
l'expression partagée entre résignation et soulagement. Dora Finch s'accrochait au portail, les yeux écarquillés, comme si la nuit elle-même veillait. « Venez avec moi, monsieur, » dit Graves d'un ton franc. « Il y a d'autres choses à dire au poste. » Miss Marple lui toucha légèrement le bras. « Laissez-le. D'abord allez chercher sa sœur, inspecteur. Elle a attendu assez longtemps pour dire la vérité, même si elle ne sait peut-être pas encore ce qu'elle compte faire. » Graves lui lança un regard mesuré. « Tu crois que la sœur est impliquée ?» Le regard de Miss Marple se posa sur la silhouette sombre du presbytère, au-delà des arbres. « Dans ce village, inspecteur, personne ne se distingue, surtout pas ceux qui vivent dans l'ombre du pardon. » La flamme de la lanterne crépita un instant, puis se stabilisa. Miss Marple la regarda tandis qu'ils descendèrent le sentier, la petite lumière se frayant un chemin à travers la brume, fragile survivante de tout ce qu'elle avait vu. La lueur de la lanterne se déplaçait comme une pensée agitée à travers la brume qui s'accumulait, sa lumière effleurant les pierres tombales et les murets tandis que le petit cortège se dirigeait vers le presbytère. Miss Marple marchait légèrement derrière l'inspecteur et le révérend, le pas assuré, le visage indéchiffrable. L'air était chargé de terre humide et d'un léger parfum d'huile de la lanterne, et sous tout cela persistait ce calme inquiétant, propre au village anglais, lorsque la bienséance est au bord de l'effondrement. Agnès Prowse les attendait dans le salon, assise parfaitement droite, les mains jointes autour d'une tasse de thé refroidi depuis longtemps. Elle paraissait presque calme, à l'exception d'un léger tremblement de la mâchoire qui trahissait l'épuisement ou l'effroi, voire les deux. Quand son frère entra, elle ne se leva pas. « J'ai encore entendu la cloche, » dit-elle doucement. « Elle a sonné dans ma tête toute la soirée. » Le révérend Prowse posa la lanterne sur la cheminée. « Il n'y aura plus de péage, » dit-il, mais sa voix n'exprimait ni conviction ni réconfort. L'inspecteur Graves s'assit en face d'elle, son carnet à la main. « Mademoiselle Prowse, vous avez traversé une épreuve difficile, je sais, mais il est important que nous comprenions ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. » Elle jeta un coup d'œil à Miss Marple, qui hocha légèrement la tête, un signe non pas d'encouragement, mais de permission. Agnès prit une longue inspiration saccadée. Il est venu me voir après la répétition de la chorale. « Monsieur Lenton, il a dit qu'il y avait des incohérences dans les comptes, des choses qui pourraient paraître inadéquates. Il voulait que je m'explique avant de les apporter à l'évêque. » Son frère se retourna brusquement. « Tu ne m'avais jamais dit ça. »« Je ne pouvais pas, » murmura-t-elle. « Tu étais déjà si fatigué, Samuel. » Et il parlait comme si c'était une gentillesse. Il disait vouloir épargner un scandale à la paroisse, mais sa gentillesse était insupportable. Je pensais que, si je le reconnais... Ses mains se crispèrent sur la tasse jusqu'à ce qu'elle vibre. Il rit. Il dit que l'argent n'était rien, que c'était la lumière de la lanterne qui nous avait tous trahis, que je devrais être reconnaissante que quelqu'un veuille encore dire la vérité. L'inspecteur Graves se pencha. « Alors vous l'avez suivi ?» Elle hocha la tête. « À la sacristie. La lumière brûlait encore. Je voulais juste le supplier. Mais Samuel est arrivé. Il était en colère. Je ne l'avais jamais vu dans cet état. Ils se sont disputés, des voix se sont élevées, puis un bruit, une chute, et quand j'ai regardé, il était par terre. Il y avait du sang sur les pierres. Samuel s'est agenouillé près de lui. Je lui ai dit qu'il fallait aller chercher le médecin, mais il s'est contenté de me fixer et de dire que personne ne doit voir la lumière. » La voix du vicaire perça, rauque et tremblante. « Agnès, ça suffit. » Mais elle continue. Ses mots s'écoulent au plus vite, comme libérés après un temps trop long. « Je suis allé à la tour pour tirer la cloche, pour appeler à l'aide. Ma main a glissé sur la corde. Elle était couverte d'huile. J'ai tiré une fois avant de réaliser ce que j'avais fait. Et puis le bruit est arrivé si terrible, comme s'il résonnait sous l'eau elle-même. » Le regard calme et entendu de Miss Marple se posa sur la lanterne toujours allumée sur la cheminée. Et ensuite, Miss Prowse. Je me suis lavé les mains. J'ai prié. Je me suis dit qu'il allait peut-être se réveiller. Mais quand Samuel est revenu, il m'a dit que le garçon était tombé dans l'étang. Je n'ai pas demandé comment. L'inspecteur ferma lentement son carnet. « Vous comprenez ce que ça signifie ? Je me rends compte, dit-elle doucement, que la vérité peut être plus cruelle que n'importe quel mensonge. » Le silence qui suivit fut tendu comme un fil de fer. Le révérend Prowse se couvrit le visage, les épaules tremblantes, et pendant un instant, il sembla que la salle entière allait s'effondrer sous le poids de ses propres remords. Puis Miss Marple prend la parole, d'une voix délicate comme de la porcelaine. « La culpabilité, inspecteur, est rarement aussi nette que la confession. Il faut se garder de confondre pitié et innocence. » Graves se leva, l'expression partagée entre la fatigue et l'admiration. «
Vous avez un instinct remarquable, Miss Marple. Pourtant, il y a des faits à confirmer. Les registres, la corde, les empreintes sur la lanterne. Oui, dit-elle doucement, mais remarquez aussi l'absence de certains faits. La montre manquante, par exemple. On oublie souvent que le temps est aussi une preuve. Son regard se porta vers le poignet du vicaire, où la faible ombre d'une marque solaire trahissait l'endroit où reposait autrefois un bracelet de montre. Il capta la direction de son regard et, l'espace d'un instant, son sang-froid vacilla. « Je l'ai perdu il y a quelques jours, dit-il trop vite. « J'espère, répondit Miss Marple d'un ton doux, que vous vous souviendrez bien assez tôt. » Grave se dirigea vers la porte, faisant signe à son agent qui attendait dehors. « Il vous faut venir tous les deux, monsieur, mademoiselle. Il y aura des dépositions à recueillir. » Le révérend se leva en titubant. Agnès resta immobile. Elle semblait pétrifiée, les yeux fixés sur la lanterne. « Il a dit que la lumière ne devait pas s'éteindre, » murmura-t-elle. « C'est ce qu'il a écrit. Mais elle s'éteint quand même, n'est-ce pas ?» Miss Marple éteignit la flamme d'une main gantée. « Seulement quand on oublie de l'entretenir, » dit-elle doucement. Dehors, la brume s'était épaissie, engloutissant la ruelle et l'église au-delà. L'agent de police menait le couple en avant, leurs pas étouffés par la terre humide. Graves s'attarda auprès de Miss Marple. « Vous pensez qu'ils sont tous les deux coupables ? Je crois, dit-elle en regardant la lueur déclinante à la fenêtre de la maison, que la culpabilité, comme le crépuscule, est rarement le lot d'une seule personne. Elle se propage, silencieusement, jusqu'à ce que personne ne se souvienne vraiment de la fin du jour. » L'inspecteur hocha lentement la tête, son souffle formant un léger nuage dans l'air froid. On verra ce que disent les preuves. Miss Marple suivit du regard la lueur vacillante de la lanterne qui disparaissait dans le brouillard. « Oui, inspecteur, mais parfois, les preuves ne nous disent que ce qu'un village veut croire. La vérité, j'en ai bien peur, a un son bien plus solitaire. » Au loin, la cloche de Sainte-Mildred émit un frémissement hésitant. Ni un tintement, ni un coup de cloche, mais quelque chose entre les deux. Miss Marple la regarda, l'air indéchiffrable, et dans cette faible vibration, elle crut entendre non pas un sentiment de culpabilité, mais un avertissement. La faible vibration de la cloche se dissipait dans la brume comme un souffle s'évanouissant sur du verre. Miss Marple restait immobile, les yeux fixés sur le clocher qui se dressait à demi caché derrière les haies. Le village lui-même semblait suspendu entre deux instants, ni jour ni nuit, ni culpabilité ni absolution. Elle retourna vers sa chaumière, ses pensées aussi mesurées que ses pas, mais sous ce rythme calme, quelque chose d'inquiétant s'éveillait à la conscience que la vérité, une fois éveillée, ne dormait plus. L'inspecteur Graves la rattrapa avant qu'elle n'atteigne le portail. « J'envoie un homme à Much Benham, » dit-il à voix basse. « Le locataire du curé a finalement été aperçu près de la gare Billet pour Londres. Faux nom, mais la description correspond. S'il est innocent, il a choisi une curieuse façon de le prouver. » Le sourire de Miss Marple était faible et patient. Peut-être craint-il d'être pris pour coupable, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'être coupable. Bien des innocents ont fui l'incompréhension, et bien des coupables sont restés pour s'expliquer. Graves se frotta la nuque. « Si vous aviez passé autant d'années que moi à écouter des explications, Miss Marple, vous sauriez que les coupables sont bien plus doués pour cela. Alors peut-être, dit-elle, devrions-nous plutôt commencer à écouter le silence. » L'inspecteur poussa un soupir las et inclina son chapeau avant de s'éloigner à grands pas. Miss Marple le regarda partir, puis entra dans sa chaumière, où le feu du soir brûlait doucement et où la pièce régnait ce silence particulier qui suit une intrusion. Sur sa petite table reposent le mouchoir et le bouton d'argent, tous deux exactement là où elle les avait laissés, même s'ils semblaient désormais avoir un poids différent. Elle s'assit à côté d'eux, contemplant pensivement la légère tache brune sur le linge, non pas du sang, réalisateur soudain, mais de l'huile noircie par la poussière, de la graisse de cloche, encore. Un film né de la culpabilité et qui s'était tissé dans tous les recoins du village. Dehors, un bruit de pas monta le chemin précipité, irrégulier. Un instant plus tard, Dora Finch apparut à la porte, pâle et essoufflée. « Mademoiselle Marple, l'inspecteur m'envoie. » Il y a une autre lumière au moulin plus brillante qu'avant, se déplaçant rapidement comme si on la faisait onduler. Il dit de retenir les gens jusqu'à son arrivée. Miss Marple se leva aussitôt et attacha son châle. Alors, il ne faut pas tarder. Ils atteignirent l'étang du moulin tandis que la brume se diluait en de fragiles voiles argentées. Une petite foule s'était rassemblée des villageois attirés par l'irrésistible magnétisme du désastre. La lumière vacilla près du bord de l'eau, puis disparut. Pendant un instant, le silence régna,
à l'exception du léger grincement de la roue du moulin. Puis la torche du gendarme aperçut quelque chose de pâle au pied de l'écluse. « Seigneur !» murmura-t-il. Un autre corps. La lumière ne révéla qu'un manteau trempé, lourd, coincé contre la poutre en bois. Mais Miss Marple plissa les yeux. Le tissu était d'un noir grossier, typique des bureaux, la doublure déchirée là où une poche avait été arrachée. Elle se pencha aussi près que le lui permettait le faisceau du policier. « Pas un corps », dit-elle doucement. « Un message. » Graves arriva quelques instants plus tard, les genoux couverts de boue. « À qui est ce manteau ?»« Celui du révérend, » répondit Miss Marple, « ou quelque chose de très similaire. » L'inspecteur fronça les sourcils, accroupi près de l'eau. De sa poche, il sortit un petit objet enveloppé dans du papier sulfurisé, la montre disparue. « Elle est arrêtée à 8h20. L'heure du décès, peut-être ? Ou de conscience, dit Miss Marple à voix basse. Certaines horloges s'arrêtent quand la vérité retentit. Grave lui lança un regard perçant. « Tu crois que le vicaire s'est noyé ? Je pense, inspecteur, que les hommes de bien essaient parfois d'imiter les tragédies qu'ils dénoncent. Mais ce manteau a été placé, pas perdu. Regardez, il est épinglé par la manche à la poutre. Quelqu'un voulait le retrouver. » Tandis que l'agent de police emportait le manteau, les villageois chuchotaient entre eux, leurs spéculations s'agitant comme des oiseaux effrayés. Miss Marple se tourna vers l'eau sombre, l'air indéchiffrable. « Il est peut-être encore dans l'église, dit-elle. Les hommes de conscience vont rarement loin lorsqu'ils veulent disparaître. » Graves hésita un instant avant de faire signe à ses hommes. Ils traversèrent rapidement le cimetière, leurs lanternes oscillant. La grande porte était déverrouillée. À l'intérieur, l'air sentait la cire froide et le chagrin. La nef était plongée dans la pénombre, le cordon de la cloche pendait droit et immobile. Puis, du chœur, un faible son, ni un sanglot, ni une prière. Le révérend Prowse s'agenouilla près de la balustrade de l'autel, la tête baissée. Il tenait la Bible ouverte, dont les pages tremblèrent dans le brouillon. « Je ne voulais pas m'enfuir, dit-il sans lever les yeux, juste pour réfléchir. Mais la lumière continuait de me suivre. Grave s'avança prudemment. « C'est fini, monsieur. Venez discrètement. » Les yeux du vicaire se levèrent enfin, l'air fiévreux. Doucement, répétitif. Oui, ceux appropriés. Miss Marple s'approcha d'un ton aimable mais ferme. « Il y a de meilleures façons d'obtenir le pardon, révérend, que d'imiter les morts. Vous avez déjà entretenu trop de lumière. » Ses épaules s'affaissèrent, et l'espace d'un instant, elle crut qu'il allait s'effondrer. Au lieu de cela, il la regarda avec un mélange de soulagement et de désespoir. « Ce n'était pas Agnès, murmura-t-il. Elle ne l'a jamais touchée. Je l'ai frappée, oui, mais une seule fois pour lui couper la parole. Je pensais qu'il survivrait. Lorsqu'il est tombé, elle a crié. Je lui ai dit que je préparais tout. Je voulais la protéger. Et maintenant ?» Sa voix se brisa, mais la main de Miss Marple sur son bras le calma. « Protection, révérence, n'est parfois qu'un autre nom pour la fierté. » Graves fait signe à ses hommes, mais Miss Marple reprend la parole avant qu'il ne bouge. « Attendez, où est votre lanterne ?» Il avait l'air perplexe. « Il était là, je l'ai laissé près de l'autel. » Mais il avait disparu. Seule la fine ligne de suie sur le rail marquait l'endroit où il avait reposé. Miss Marple se tourna lentement vers la porte. La brume s'était épaissie à nouveau, et à travers elle, une silhouette floue se dirigeait vers la verdure mince, enveloppée d'un châle, portant quelque chose qui brillait faiblement. « Inspecteur, dit-elle d'une voix très basse, nous sommes peut-être sur le point de découvrir à qui appartient la confession que la lanterne a conservée tout du long. Le faible scintillement de la lumière à travers la brume attire tous les regards vers le portail du cimetière. » Miss Marple s'avança la première, calme mais rapide, sa petite silhouette perçant le brouillard avec une détermination tranquille. Les autres suivirent plus lentement l'inspecteur Graves, le gendarme, et enfin le révérend Prowse, qui avançait comme un homme désemparé. Au bout du sentier, une silhouette solitaire était maintenant visible, marchant d'un pas assuré vers l'étang. La lanterne qu'elle tenait oscillait doucement dans sa main, sa lueur fragile et dorée contrastant avec la grisaille. Agnès Prowse ne semblait pas entendre les pas qui approchaient. Son pas était calme, presque respectueux, comme si elle remettait quelque chose de sacré à sa place. La brume enveloppait ses épaules tel un voile. Lorsque Miss Marple la rejoignit, la femme s'était arrêtée au bord de l'eau, le regard fixé sur elle comme si elle était à l'écoute d'une voix qu'elle seule pouvait entendre. « Ça n'aurait pas dû être lui, dit Agnès doucement. Il voulait juste faire éclater la vérité. Et moi ? Oh, je me suis dit que c'était une question de pitié de la cacher. » Le ton de Miss Marple était doux, mais sans complaisance.
La miséricorde peut être le plus cruel des réconforts, ma chère, quand elle est destinée à soi-même. Agnès se retourna, le visage pâle et lumineux. « Tu penses, moi, que j'ai menti pour protéger Samuel? Mais non, j'ai menti parce que je voulais qu'il croie que je méritais encore son pardon. Il aurait tout pardonné, vois-tu. C'était le pire. » Derrière eux, l'inspecteur fit signe à son agent, mais Miss Marple leva légèrement la main, s'arrêtant. « Laissez-la parler, inspecteur. La vérité a tendance à vaciller si on la précipite. » Agnès leva la lanterne plus haut. La lumière vacillait sur son visage, révélant la tension d'un chagrin longtemps différé. « Il n'était pas mort quand je l'ai trouvé, dit-elle. Monsieur Lenton. Il y avait du sang, certes, mais il respirait. J'ai essayé de le soulever. Ses yeux se sont ouverts. Il m'a regardé comme s'il avait déjà tout pardonné. Puis il a murmuré. La lumière ne doit pas s'éteindre. Je n'ai pas compris. J'ai cru qu'il parlait de la lanterne. Je l'ai emporté et je l'ai laissé là. À mon retour, il avait disparu. J'ai cru que Samuel l'avait emmené chercher de l'aide. J'ai pensé sa voix s'est brisée. Je pensais avoir fait quelque chose de bien. » Le révérend Prowse s'avança, la douleur gravée sur ses traits. « Agnès, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que tu l'aurais porté toi-même, murmura-t-elle. Tu l'as toujours fait, et je ne pouvais pas te laisser porter mon péché aussi. » La lanterne tremblait dans sa main. Sa lumière éclairait la surface de l'étang, où des ondulations se propagent comme de longs applaudissements. Le regard de Miss Marple suivait le reflet. « Et ainsi, dit-elle doucement, la lumière devient votre secret, un moyen d'empêcher le passé de sombrer. Mais les secrets, Miss Prowse, ne flottent pas. Ils coulent doucement, mais sans faute. » L'inspecteur Graves s'approcha prudemment. « Vous venez avec nous, mademoiselle. On aura le temps de tout remettre en ordre. » Agnès hocha légèrement la tête. Oui, cela aurait dû être fait il y a longtemps. Mais alors qu'elle se retournait, son pied glissa sur la berge mouillée. La lanterne lui échappe des mains, formant un arc de lumière dorée avant de toucher l'eau. La flamme s'éteignit avec un sifflement presque de soulagement. L'obscurité qui suivit fut totale. Ils la tirèrent aussitôt du bord, secouée mais indemne. Elle baissa les yeux vers ses mains vides et laissa échapper un petit rire perplexe. « Elle est partie !» dit-elle. « La lumière est partie !» Miss Marple la calma doucement. Peut-être que ce n'était pas censé durer. La vérité dure rarement, il suffit de la voir une fois. Plus tard, à l'intérieur de l'église, les hommes de l'inspecteur rassemblèrent les preuves restantes, les registres, le manteau abîmé, la chaîne cassée de la montre du vicaire. Le révérend Prowse était assis seul sur le premier banc, la tête baissée. La grosse cloche au-dessus d'eux était maintenant immobile, la corde soigneusement enroulée à sa base, comme un objet enfin apprivoisé. Le docteur Haydock arrive avec son sac, l'air plus las que surpris. « Eh bien, Jane, murmura-t-il, vous avez encore réussi. Mais je suppose que personne ne vous en remerciera. » Miss Marple sourit faiblement. « La gratitude ne m'a jamais dérangé, docteur, tant que les bonnes personnes dorment un peu mieux. » Il secoua la tête. Tous deux brisés, chacun à leur manière. On pourrait croire que la vérité guérirait ces gens-là, et non les détruirait. La vérité ne guérit pas, dit-elle. Elle révèle. Le reste est un travail de pardon, et c'est bien plus rare. Tandis que l'aube s'insinue sur les vitraux, peignant les bancs de couleur ternie, Miss Marple se dirige de nouveau vers l'autel. La Bible était ouverte là où le vicaire l'avait laissée. Les mots tracés au crayon étaient maintenant pâles, presque disparus. La lumière ne doit pas s'éteindre. Elle traça légèrement la ligne du doigt, puis referma le livre. Dehors, la brume se levait. Les toits du village luisaient faiblement de rosée, comme si la nuit avait laissé son chagrin derrière elle. Les gens se réveilleront bientôt et, au petit déjeuner, parlent de l'horreur de la situation, de son caractère choquant et de leurs soupçons d'étrangeté envers les Prowse. L'après-midi, le scandale serait soigneusement rangé, tel un sermon déjà prêché. Devant son portail, Miss Marple s'arrêta pour regarder en arrière. Le soleil perçait faiblement à travers les arbres, éclairant les vitraux de l'église et les transformant momentanément en flammes. Dans ce bref scintillement, elle revit le reflet de la lanterne non pas comme une accusation, mais comme une endurance. Certaines lumières, pensa-t-elle, n'étaient pas faites pour survivre à la nuit. Elles étaient seulement destinées à indiquer le chemin à suivre. Elle entra, ferma doucement la porte derrière elle et laissa le silence s'installer autour d'elle comme un signe de compréhension.